Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce moment qui sera, je le pense, particulier, qui vous marquera ce soir. C'est le procès du cholestérol. Je vais demander à notre bien-aimé juge si elle peut prendre place. Je vais lui donner son marteau parce que s'il y a trop de bruit dans la salle, elle va devoir taper sur le marteau et demander le silence, sinon on évacue la salle, n'est-ce pas, cher juge? Et puis ce soir, alors avant, la semaine dernière, vous vous rappelez de quoi nous avons parlé? On peut résumer sous le nom de l'hygiène, d'accord? L'hygiène, médecine minimale et hygiène maximale. Alors, je voudrais vous remontrer cette diapo parce que celle-là, elle est à retenir, chers amis. La parole de Dieu a en moyenne, 3000 ans d'avance sur la science d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons considéré mercredi dernier, c'est comme si c'était hier, hein? Ça passe tellement vite le temps actuellement. Donc c'est comme si c'était hier, chers amis, nous l'avons considéré. Et rappelez-vous, par rapport à l'histoire de la bactériologie, la pertinence de la Bible, des principes d'hygiène de haut niveau. Comment ces choses pouvaient-elles déjà se trouver dans la Bible? Comment si ce n'est par l'Esprit de Dieu lui-même? Comment si ce n'est Dieu lui-même qui parle, Dieu qui connaît déjà toutes ces choses en avance, pouvait-il donner un tel récit dans sa parole, bien des années, des milliers d'années avant que la science ne découvre ces choses? En l'an 1546, lorsque Jérôme Fracastor a publié sa première théorie sur les maladies infectieuses, chers amis, ça faisait 3037 ans que ceci était déjà écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Anthony von Leeuwenhoek a mis au point les lentilles pour les microscopes pour voir l'infini petit, ça faisait 3165 ans que l'Éternel avait donné un précis d'hygiène dans sa parole de haut niveau. Lorsqu'en 1847, Semmelweis a émis l'hypothèse de micro-organismes transportés par les mains, donnant la fièvre puerpérale et tuant toutes ces femmes, ça faisait 3338 ans que Dieu avait déjà dit dans sa parole que lorsqu'on avait touché un mort, qu'il fallait se laver les mains. Et ces hommes, à cette époque, sortaient d'une salle d'autopsie après avoir manipulé des cadavres pour donner la vie sans se laver les mains, sans enlever les vêtements sales sur eux, et tuait ainsi des femmes. En 1870, lorsque Joseph Lister a proposé l'antisepsie dans les chirurgies opératoires, ça faisait 3361 ans qu'on avait déjà un précis d'hygiène dans la Bible. Lorsqu'en 1878, Pasteur a découvert l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, ça faisait 3369 ans que Dieu en avait déjà parlé dans sa parole. Lorsqu'en 1890, Robert Koch a établi un lien de causalité entre les maladies et les bactéries, donnant son nom justement au bacille de Koch, le bacille de la tuberculose, ça faisait 3381 ans que Dieu avait déjà dit ces choses dans sa parole. Et enfin, nous sommes en 2025. Ça fait 3516 ans que Dieu avait déjà dit ces choses. Et nous trouvons aujourd'hui le niveau que nous connaissons, le niveau de connaissance que nous avons, que la science a atteint aujourd'hui en matière d'hygiène, c'est exactement le même que nous trouvons déjà dans la parole depuis les années 1491 avant Jésus-Christ. Et la question est posée, la Bible est-elle fiable en 2025? Alléluia, merci, je l'ai entendu. Plus qu'alléluia, amen, elle est plus que fiable, chers amis. Et ce soir, nous allons vous en donner encore une démonstration. J'avais terminé avec cette déclaration inspirée par l'Esprit. La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalable et inégalée sur le plan de la connaissance humaine. Les bons Dieu disent en bagaille, ils savent ça, ils disent. Vous pouvez dire ça ou les, mais vous finissez par virer la ça, bon Dieu dit. Obligé. Ce soir, démonstration. Levé de rideau sur un procès
le procès du cholestérol. Notre honorable juge Morane est là ce soir. Après, il y aura une présentation des faits. Après quoi, un avocat prendra place. L'avocat prendra place. Là, pour l'instant, c'est l'infirmier qui va parler. L'avocat prendra place pour défendre le cholestérol parce qu'il est accusé ce soir. On verra tout cela. Et à la fin de la plaidoirie de l'avocat, notre honorable juge devra demander au juré que voici si le cholestérol est coupable ou non coupable. Donc ce soir, chers amis, nous avons une scène de tribunal. Et donc le cholestérol, c'est notre accusé. Mais le cholestérol, c'est une graisse qui ne pouvait pas être présente. D'accord? Elle sera représentée par le hamburger. Voici ce hamburger que je vais poser sur la table. C'est lui l'accusé, représentant le cholestérol ce soir. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le hamburger? Parce que depuis quelques années, vous avez certainement remarqué que le burger a pris un certain essor. On le trouve même dans les restaurants qui proposent maintenant dans leur carte, sur leur carte, des burgers. Alors, on trouve toutes sortes de burgers, vegan, etc. Le burger à la cote en ce moment. Et le plus grand journal d'Europe, le 20h de TF1, lui a même consacré, il y a quelques années, un dossier spécial, tellement le burger a pris une importance de plus en plus dans notre alimentation. Donc là, maintenant, présentation des faits. Alors, suivez bien pour comprendre le réquisitoire par la suite. Donc, nous sommes le 18 août 2004. Précisément, nous sommes dans le service du bloc d'exploration cardiaque invasive. C'est là qu'on fait, toutes les personnes qui font des infarctus du myocarde, qu'on va les recevoir, qu'on va aller déboucher des artères. On va comprendre ça tout à l'heure. On a une partie tuyauterie avec les artères, et puis on a une partie électricité avec ce qu'on appelle la rythmologie, pour aller mettre des pacemakers quand le cœur est trop lent, etc., des défibrillateurs implantables. Et votre serviteur a travaillé un certain temps dans ce bloc d'exploration cardiaque. Et donc, nous sommes ce 18 août 2004. Et à 15h30, alors que le programme opératoire est terminé, nous recevons à 15h30 un appel du SAMU nous disant qu'il nous amène une patiente qui a fait un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est qu'un infarctus du myocarde? La définition, c'est une nécrose d'une partie du myocarde due à l'obstruction d'une artère coronaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour bien comprendre cela, imaginez que vous ayez à la maison un arbre, un manguier. Vous vous levez un bon matin, vous décidez de tailler cet arbre, de couper les branches de cet arbre. Vous prenez un coutelas, vous coupez une branche, plusieurs branches, vous le laissez par terre, vous repartez, vous revenez une semaine plus tard. Dans quel état se trouvent les branches? Sèches? Comment? Fanées, me dit-on? En état de décomposition? Déjà? Oui, puisqu'on les a coupées, elles sont détachées de la... Mais je vois déjà où tu veux en venir, mais ne sois pas trop pressé. Elles sont détachées de la branche, donc, mais je veux que vous me disiez dans quel état la branche est. Déshydratée, elle perd ses feuilles, séchée, fanée, et la couleur? Marron, voilà. C'est un peu noirci. Alors pourquoi? On l'a détachée du tronc, mais ça ne suffit pas. Elle ne reçoit plus la sève. Qu'est-ce que la sève? Le sang dans l'arbre, c'est exactement ça. Donc, qu'apporte à la branche la sève? La vie. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre corps. Le sang apporte la vie aux différents organes. Et ce sang est acheminé par des tuyaux qui s'appellent des artères, mais aussi des veines. Donc, nécrose, c'est ce côté noirci qui sèche, etc. C'est ça qu'on parle de nécrose pour le tissu humain, enfin le tissu vivant, c'est-à-dire les animaux, les êtres humains, etc. Quand ça va noircir, parce que ça ne reçoit plus le sang, eh bien ça noircit, ça se décompose. Eh bien c'est ça la nécrose. Le myocarde, c'est quoi? C'est le muscle cardiaque. C'est l'autre nom du muscle cardiaque dû à l'obstruction d'une artère coronaire. Qu'est-ce qu'une artère coronaire?
Les artères irriguent les différentes parties du corps et elles vont porter le nom des parties qu'elles irriguent. Donc nous avons des artères qui passent là au niveau du cou qu'on appelle les artères carotides. Nous avons des artères au niveau de l'humérus. Là, on a une artère qui s'appelle l'artère humérus. Humérale. Nous avons le radius ici. L'artère qui passe ici s'appelle l'artère radiale. Le fémur, l'artère qui passe ici, on l'appelle l'artère fémorale. Et donc, les artères qui vont nourrir le cœur, on les appelle les artères coronaires. Donc, voilà le muscle, voilà le cœur. Le cœur, c'est un muscle qui a la capacité, comme tous les autres muscles, de se contracter et de se relâcher. En se contractant et en se relâchant, il va propulser le sang. Lorsque nous regardons à l'intérieur du cœur, nous rencontrons 4 cavités. 2 cavités supérieures qui s'appellent les oreillettes, 2 cavités inférieures qui s'appellent les ventricules. Et ces ventricules sont de loin extrêmement beaucoup plus puissants que les oreillettes, puisque le ventricule droit va propulser le sang dans les poumons pour être réoxygéné, tandis que le ventricule gauche va propulser le sang dans tout le corps. D'accord? Donc, lorsque nous prenons la tension artérielle, 14,8 par exemple, eh bien, cette pression maximale de 14, eh bien, c'est le ventricule gauche qui s'en occupe pour pouvoir propulser le sang dans tout le reste du corps. Et ce muscle, comme tous les autres organes du corps, est nourri par des artères qu'on appelle les artères coronaires. Voilà ces artères coronaires, on le voit, qui entourent le cœur. Alors, il y a 2 coronaires principales, l'artère coronaire gauche que vous voyez à droite et l'artère coronaire droite qu'on voit sur la gauche. Et elles entourent le cœur, nourrissant le cœur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un infarctus? C'est le tissu cardiaque qui va mourir parce qu'une artère est bouchée. D'accord? C'est ça, un infarctus du myocarde. C'est le même processus pour une congestion cérébrale. L'artère va se boucher. On appelle ça un accident vasculaire cérébral de type ischémique. C'est 80% des AVC. 20% des AVC, des AVC, c'est une rupture. C'est comme une canalisation qui pète et ça saigne. Quand vous avez vu, on a une canalisation qui a pété sur la route, on voit l'eau qui gicle. C'est exactement la même chose qui va se passer. Là, on a ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme, souvent due à un excès de tension artérielle, une hypertension artérielle. Et là, il y a rupture et ça saigne dans le cerveau. Il faut réagir très vite, que ce soit dans le cas de l'hémorragie, c'est beaucoup plus sérieux qu'une artère qui a bouché, qu'un accident vasculaire cérébral de type ischémique. Mais de toute façon, dans les deux, il faut agir extrêmement rapidement. Le SAMU arrive vers 17h30, ils nous ont appelés vers 15h30, ils arrivent vers 17h30 et ils nous amènent Tiffany, qui est chef d'entreprise, 32 ans. Tiffany, c'est une métropolitaine qui était en vacances en Martinique et qui faisait du scooter des mers. Et alors qu'elle était sur la mer, elle a fait un infarctus. Elle a ressenti une profonde douleur au niveau de la poitrine. Alors, il faut savoir que 50% des personnes qui font un infarctus meurent sur le coup. Donc, Tiffany fait partie des 50% restants à qui une seconde vie s'offre à elle parce qu'elle a survécu à cet infarctus, chers amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons dit, regardez l'artère, elle est bouchée. Et vous voyez avec quoi c'est bouché? De la graisse, me dit-on, là. Vous voyez ici? Et comme l'artère est rétrécie parce qu'il y a des plaques de graisse, le sang ne circule plus aussi facilement. Et le sang, quand il va stagner, il va coaguler et faire un bouchon. Clac, infarctus du myocarde. Que faut-il faire à ce moment-là? Il faut nettoyer l'artère. Il faut aller déboucher ça. Donc, le SAMU nous l'a amené et nous avons fait pour elle ce qu'on appelle une coronarographie, qui consiste à faire une image filmée des artères coronaires. Donc, on va faire une sonde montée en fémorale ici. Alors, à ce niveau-là, il faut préparer, il faut raser, etc. Des deux côtés, parce que parfois, si on ne peut pas passer ici, il faut passer de l'autre côté. Donc, nous, en tant qu'infirmiers, on va préparer cette personne pour l'examen. Ensuite, une anesthésie locale
Le médecin va faire monter une sonde qu'il va remonter jusqu'au cœur et il va injecter un produit de contraste. Et il va filmer, va faire la radio, et c'est ainsi qu'on va voir justement cette plaque, ces 2 plaques de cholestérol. Que faut-il faire à ce moment-là? Il faudra faire ce qu'on appelle une dilatation coronaire. En quoi consiste cette dilatation? On fait monter une sonde, on fait monter un ballon dessus, et on gonfle ce ballon pour écraser les plaques de cholestérol au niveau de l'artère. Ceci, chers amis, est extrêmement traumatisant pour l'artère. Sachez que pour bien comprendre ce qui se passe, là, quand on voit un petit peu ce ballon ici, les plongeurs, les bouteilles d'oxygène, c'est 2-3 bars. D'accord? Ici, on peut monter jusqu'à 20 bars. Il faut savoir qu'avant ces examens-là, c'était chirurgie, on ouvre le thorax. Hein? C'était chirurgie à cœur ouvert. Hein? C'était ça. Donc, depuis maintenant une quarantaine d'années, la dilatation coronaire existe. Donc, on n'a plus besoin d'aller ouvrir le thorax, d'aller ouvrir le cœur, puis de réparer tout ça. Donc, on monte au moins jusqu'à 20 bars. Maintenant, le résultat, il est pas mal. Mais ce qu'on craint, c'est que dans les 3 mois, ça se rebouche. Parce qu'en fait, la graisse, on a plaqué la graisse sur la paroi de l'artère, ce qui a traumatisé l'artère. Le risque, c'est que ça rebouche parce que ça va cicatriser. C'est comme une plaie qui se cicatrise. Vous voyez les croûtes que ça fait. Ça peut faire une croûte et des éléments peuvent s'agglutiner et reboucher l'artère. Pour cela, pour éviter cela, on va mettre ce qu'on appelle un stent. Certaines personnes connaissent ça très bien, d'accord? C'est une espèce de ressort, comme un ressort qu'on va déployer, et ce ressort va libérer des médicaments anticoagulants pendant environ 1 mois pour éviter que ça se rebouche. Okay? En parallèle, on va donner à cette personne un médicament qui s'appelle le Plavix, un anticoagulant. On va donner aussi du Cardégique, 75 mg, n'est-ce pas, Morissette? Donc, vous voyez, tous ces médicaments-là, il faut les prendre parce que dans les 3 mois, ça peut se reboucher. Ben, chers amis, nous avons sauvé Tiffany. Elle avait une grosse artère, la plus grosse, qui était bouchée. Et Tiffany a repris l'avion, vous voyez. Rapatriement sanitaire, elle est rentrée chez elle. Voilà ce qui se passe, chers amis, au niveau de l'artère. Et la question, c'est comment est-ce que nous parvenons à boucher nos artères avec du cholestérol? Cette maladie, ces 2 plaques de cholestérol qui se forment autour de l'artère portent un nom un peu barbare, l'athérosclérose. Athérosclérose, sclérose de l'artère, d'accord? L'artère va s'abîmer à cause de cette plaque de cholestérol. Donc, chers amis, le burger, le cholestérol, est accusé de prendre en otage les organes et particulièrement le cœur. C'est la raison pour laquelle il est là, vous voyez, il est là ce soir, okay, accusé de provoquer donc ces plaques de cholestérol au niveau de l'artère. Lorsque nous regardons ce système cardiovasculaire, là encore, savez-vous combien de kilomètres de vaisseaux nous avons dans notre corps, en moyenne? 150 000 kilomètres. Lorsque David a dit « Je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse », David était loin du compte. David n'a pas connaître toutes ces bagailles-là. Et vous n'avez pas encore fini d'être étonné, ça ne fait que commencer. Hein? Ça ne fait que commencer. 150 000 kilomètres de vaisseaux. Et nous avons ce cœur qui bat depuis le ventre de maman jusqu'à la fin de notre vie. Comment s'appelle l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, selon la Bible? Ouais, Mathusalem, mais je le connais plus pour Métuchéla. Alors, ça dépend des versions. Combien d'années a-t-il vécu? 900 et quelques. 969 ans. Et puis, même Tchéa. Ah, mes amis, c'est dire la résistance du cœur. Mais nous allons voir que l'alimentation que nous avons aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, par rapport à notre mode de vie, il n'y a pas qu'à encore, hein, mes amis. Si nous ne lui fournissons pas ce qu'il faut, il ne tiendra pas. Là, ici, sur cette image, nous avons une artère saine, et regardez comment la plaque de cholestérol se forme. Okay? Sur cette image, on voit ici comment ça débute. Ensuite, ça passe à un deuxième stade, et regardez à ce stade,
c'est complètement bouché. Le cholestérol est aujourd'hui considéré comme un terroriste tuant chaque année des millions de personnes. Statistique. Une personne sur deux meurt prématurément d'une maladie cardiovasculaire. Une personne sur deux. Mourir prématurément, c'est mourir avant l'âge de 65 ans. À 65 ans, une personne est jeune, médicalement parlant. 65 ans. Une personne est jeune. Après 65 ans, ça commence à... Mais jusqu'à 65 ans, ça va. Mourir prématurément, mourir avant 65 ans. Une personne sur deux meurt prématurément d'une maladie cardiovasculaire. Quand on parle de maladie cardiovasculaire, on parle de maladie coronarienne au niveau du cœur, maladie cérébrovasculaire, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quoi? C'est un caillot qui va boucher une artère au niveau des poumons. D'où vient ce caillot? De la jambe. Phlébite. D'accord? Thrombose veineuse. D'accord? Et on a pris l'avion, on est resté 8 heures assis. Pour peu que nous avons déjà une insuffisance veineuse, ben lorsque la personne va se lever, un caillot se forme. Et puis, lorsqu'elle va se lever, ça arrive beaucoup dans les aéroports. La personne va se lever, elle prend ses bagages. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Orly. La température à l'extérieur est de 3 degrés Celsius. Nous vous remercions d'avoir choisi le vol Air Caraïbes. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour les autres. Et nous souhaitons les autres un bon séjour. Des rocs à faire, frère, 3 degrés. Et attendez les nous arriver pour lever pour un bagage. Vous avez déjà connu ces gens, ils ont bout de calé. Attendez nous arriver, nous avions pas encore arrêté. Et puis on se met debout, on prend les bagages, etc. Et puis on va marcher, on va sortir, on va marcher, on va aller prendre les bagages, on attend, etc. Et puis quand on a pris son bagage, on s'en va, on passe la porte, et puis on voit Maryse au fond qui a... Maryse, ça va? Ça arrive très souvent dans les aéroports. Embolie pulmonaire. Entre-temps, le caillot s'est détaché, la personne s'est levée, elle a commencé à marcher, donc le flux recommence, et le fait de marcher, ça y est, la plante des pieds, c'est épais, ben c'est fait pour faire remonter le sang au niveau du cœur. Eh ben, le flux repart, et en passant, à chaque fois, ben, le caillot bouge, il bouge, et puis à un moment, il y a un petit morceau qui part, et paf, ça va boucher l'artère au niveau des poumons, embolie pulmonaire. On parle aussi de l'hypertension artérielle, et ça finit par l'insuffisance cardiaque. Quand on regarde ici, au niveau du cœur, eh bien, vous voyez, là, ça peut être bouché avec du cholestérol. Ici, il peut y avoir plusieurs endroits. Nous avons déjà débouché des artères. Il y a des patients qui sont passés sous nos mains, qui sont repartis avec 5-6 stents dans le cœur. Et il faut savoir qu'un stent coûte la bagatelle de 1 500 à 2 000 euros. Une journée en cardiologie, c'est 2 500 euros. Un patient qui a fait un infarctus, c'est minimum 15 jours à l'hôpital. Je vous laisse faire le calcul. Et je n'ai même pas parlé encore de la prise en charge du SAMU qui arrive, parce que le SAMU est appelé, et le SAMU commence déjà la thérapeutique avec un tout petit flacon de 5 millilitres qui s'appelle du Réopro pour aller déboucher l'artère. Parce que le SAMU va arriver, ils vont mettre les électrodes, ils vont regarder le tracé électrique, ils vont voir ces fameuses ondes Q de nécrose. Ce sont des ondes qu'on voit particulièrement quand une personne a fait un infarctus. On sait où c'est, on sait qu'il y a un infarctus, on appelle tout de suite le cardiologue de garde. Ils demandent l'âge, etc., la condition, et ils disent, bon, allez, on commence le Réopro. En fonction du poids, en fonction, etc., on peut utiliser 3-4 flacons de Réopro. Le flacon de 5 millilitres coûte 1 500 euros. Déplacement du SAMU, etc. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça donne derrière. Chaque année, 8 millions de personnes meurent d'un infarctus dans le monde. 8 millions. D'accord? Là, nous avons une coupe sagittale du cerveau. Et pareil, vous voyez que là, ça noircit. Là, on est dans la nécrose. Exactement comme la branche de l'arbre. Mais là, ça va nettement plus vite. Et si on ne réagit pas assez rapidement, eh bien, on perd définitivement cette région du cerveau. Donc là, c'est bouché également avec du cholestérol, accident vasculaire ischémique. C'est 6 millions de personnes qui décèdent chaque année dans le monde.
Donc nous sommes à 8 millions pour l'infarctus seulement, 6 millions pour l'AVC, on est déjà à 14 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause d'un infarctus et d'un accident vasculaire cérébral. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaques de graisse, soit dans le cœur, soit dans le cerveau. Et puis nous avons l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ça ne tue pas, mais ça donne la mauvaise circulation, les jambes, les déplacements difficiles, etc. Donc voilà comment, là aussi, on peut retrouver de la graisse au niveau de l'artère. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la présentation des faits. Le cholestérol que voilà représenté par le burger aujourd'hui est accusé de causer la mort de millions de personnes chaque année dans le monde. Mais permettez-moi de vous dire en ce soir que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas que ce soit la faute du cholestérol. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie, la défense du cholestérol, et je vous invite à écouter ma plaidoirie. Pour ce faire, votre honneur, mon but maintenant est de démontrer à mesdames et messieurs les jurés que mon client que voici n'est pas coupable. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu la présentation des faits. Tout laisse croire que mon client est coupable. Tout porte à croire que mon client est coupable. Mais ça, c'est les faits. Mais mon client est-il réellement coupable? À la présentation des faits, vous ne pouvez que l'accuser. C'est pas qu'un petit peu quand même, mais complètement. Là maintenant, permettez-moi de vous dire que mon client, à lui seul, n'est pas coupable. Ce n'est pas le seul coupable. Il est peut-être coupable, mais il n'est pas le seul coupable. On devrait avoir ici ce soir également, mesdames et messieurs, l'artériosclérose. Exactement, madame, les complices. L'artériosclérose, qu'est-ce que c'est que l'artériosclérose? Sur l'image, on voit une artère de 20 ans qui est jeune, qui est belle, et puis l'autre qui a 70 ans. Parce que, mesdames et messieurs, lorsque nous vieillissons, nous ne vieillissons pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et les artères de 20 ans ne sont pas les artères de 70 ans. Donc forcément, une artère fatiguée, n'a plus les moyens de combattre cette graisse qui circule dans le sang. Et malheureusement, cette graisse peut s'accumuler au niveau des artères. Donc le cholestérol n'est pas le seul coupable, l'artériosclérose est aussi coupable. Le vieillissement est aussi coupable et le vieillissement devrait être ici ce soir, sur le banc des accusés. Il n'y a pas que, il y a aussi le sexe masculin. Oui, mesdames et messieurs, c'est-à-dire, mesdames, vous faites moins de maladies cardiovasculaires que nous les hommes. Mais après la ménopause, vous nous rattrapez. Parce que jusqu'à la ménopause, vos hormones sexuelles vous protègent. Œstrogène et progestérone. Mais après la ménopause, il y en a moins. Et vous faites autant de maladies que nous. Donc le sexe masculin est plus prédisposé aux maladies cardiovasculaires que les femmes. Sauf après la ménopause. Donc le sexe masculin devrait être, votre honneur, sur le banc des accusés ce soir. Le tabac devrait être sur le banc des accusés ce soir. Parce que le goudron, la nicotine et toutes les autres substances vont se déposer sur la paroi des artères, favorisant la plaque de cholestérol. Donc on devrait avoir ici ce soir aussi le tabac. On devrait avoir aussi l'hypertension artérielle. Oui, mesdames et messieurs, oui. L'hypertension artérielle, déjà, la tension artérielle, c'est la pression avec laquelle le sang circule dans les artères. Mais nos artères ne sont pas droites, ce ne sont pas des autoroutes. Ce sont des chemins sinueux, genre Saint-Joseph, ou Balata, ou La Trace. Eh oui! Or, le sang, quand il va circuler, il va exercer une pression sur les artères. Et comme ça va tourner, ça va arriver avec force, ça bute contre la paroi, abîmant la paroi. Et au fur et à mesure, on voit une déformation de l'artère. C'est ce qu'on appelle un anévrisme. Et c'est comme ça que l'artère, le sang, l'hypertension peut abîmer la paroi de l'artère, facilitant le dépôt de cholestérol. Le diabète aussi est un facteur de risque, mesdames et messieurs, de maladies cardiovasculaires. Parce que l'excès de sucre dans le sang abîme la paroi de l'artère,
favorisant le dépôt de cholestérol. Ah, votre honneur, on devrait avoir ici ce soir l'obésité. Oui, regardez ces messieurs. Oui, l'excès de graisse. Oui, tout cela. Ils devraient être tous là à la barre, sous le banc des accusés. Et enfin, la sédentarité, la fainéantise. Gars, monsieur couché là, monsieur pas qu'à faire rien. La sédentarité est aussi, mesdames et messieurs les jurés, un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc le cholestérol n'est pas le seul coupable. C'est très facile de l'accuser. Mais il n'y a pas que lui. Et vous devez connaître la vérité ce soir. Permettez-moi de vous dire, à l'instar de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que le cholestérol? Qui est mon client? Le cholestérol, mesdames et messieurs, est une graisse naturelle indispensable à l'organisme. Le cholestérol sert de matière première à la bile. La bile est fabriquée par le foie et stockée dans un réservoir qu'on appelle la vésicule biliaire. Lors de la digestion, lorsque les aliments arrivent dans l'estomac, l'estomac va malaxer tout ça pendant un certain temps et l'estomac va faire partir des petites portions dans le duodénum. Le duodénum, c'est l'espèce de virage en épingle que les coureurs automobiles connaissent très bien. Et à la fin de ce virage, nous avons deux trous. Un trou qui vient de la vésicule biliaire et un trou qui vient du pancréas. Et nous avons la libération de la bile qui va parachever la digestion des graisses. Donc cette bile, sa matière première, la matière première de la bile, c'est le cholestérol. Le cholestérol sert à fabriquer également les hormones. Les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont libérés dans le sang pour apporter à un organe qui est loin du cerveau. Parce que le maître-pièce du corps humain, c'est le cerveau. Et nous avons une petite région dans le cerveau qui s'appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamus, hypophyse. Et imaginez le petit enfant, le petit garçon, d'accord? Et qui parle comment, le petit garçon? Qui parle comme ça. Dans ton chemin, fais s'oublier de lendemain. Il chante comme ça, et puis après la voix va changer. Le corps va changer. Mais comment ça se passe? À un moment, on ne sait pas comment le corps sait à quel moment ces changements doivent s'opérer. Mais lorsque le moment est venu, parce que Dieu a bien fait les choses, ce complexe hypothalamo-hypophysaire va envoyer des hormones qui vont aller vers les testicules du petit garçon pour dire à ces testicules, commencez à fabriquer la testostérone, l'hormone mâle. Et alors, chers amis, ce garçon va commencer à se développer. Babla a commencé à pousser, voix a commencé à changer, la stature, qui n'ont ça? Les pectoraux, tout ce qu'on voit, non? Et puis, les messieurs qui a commencé à grandir, comprendre, messieurs qui a commencé à faire bon. Pour yo qui a fait pompe, yo fort. D'accord? Eh bien, tout ça, c'est dû à quoi? La testostérone. Et les filles, pareil. Les ovaires vont recevoir une hormone du cerveau disant que commencer à fabriquer œstrogène, progestérone, et le corps de la fille va commencer à se développer. La taille va s'affiner, les hanches vont s'élargir, les seins vont pousser, etc. Toutes les caractéristiques de la femme. Eh bien, les hormones, chers amis, la matière première pour les fabriquer, c'est le cholestérol. Donc, le cholestérol est indispensable à l'organisme. Enfin, nous sommes un assemblage de 100 000 milliards de cellules. 86 à 100 000 milliards de cellules. Or, le cholestérol sert à fabriquer la membrane des cellules. La peau des cellules, on peut le dire comme ça. Donc, mesdames et messieurs, écoutez bien ma plaidoirie en ce soir. Cholestérol, graisse naturelle, indispensable à l'organisme. Le taux normal est inférieur à 2 grammes par litre. Dans certains laboratoires, on peut aller jusqu'à 2 grammes.
OK? L'hypercholestérolémie se définit par un taux supérieur à 2 grammes par litre. Au-dessus de 2 grammes, on est en hypercholestérolémie. On peut accepter jusqu'à 2 grammes. 2 grammes 10, 2 grammes 20, ce n'est pas la mer à boire. Mais à partir de 3 grammes, 4 grammes, là, ça commence à devenir sérieux. OK? Maintenant que je vous ai présenté le cholestérol, mon client, d'où vient-il? Avant de répondre à cette question, permettez-moi une analogie. De quoi a besoin cette voiture pour fonctionner? J'ai entendu. Carburant. Allez-vous mettre n'importe quel carburant dans le véhicule? On lui met ce qui lui convient. Mais comment savez-vous ce qui lui convient, madame? D'après son moteur. Merci. Alors, dites-moi plus. Quel type de moteur il peut y avoir? Le moteur peut prendre du samplon, il peut prendre du gasoil. Donc, on ne peut pas lui donner du n'importe quoi. Madame, si j'achète une voiture qui fonctionne à l'essence et que j'aille à la station, que je demande un plein de gasoil, il est où le problème? Eh bien, vous mettez votre voiture en panne, monsieur. Ça ne peut pas circuler avec, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Qui a décidé qu'il est fait, comment il est fait? Celui qui l'a construit. Exactement. Le constructeur, c'est lui qui a conçu le moteur. Oui. C'est lui qui dit quel type de carburant mettre dans ce moteur. Exactement. Bon, alors dites-moi, si vous voulez que ce moteur dure le plus longtemps que possible, qu'allez-vous faire? Respectez les normes. Voilà. Respectez ce que le constructeur a dit. Ensuite, l'huile qu'on va mettre dans le moteur, est-ce que c'est n'importe quelle huile? Là encore, c'est l'huile préconisée par le constructeur. Donc, si on fait ce que le constructeur dit, la voiture n'aura pas de problème. Ah, bien sûr, s'user, machin, etc. Mais je veux dire que elle n'aura pas de problème que si on avait mis autre chose dedans. Donc, c'est une voiture qui va nous durer le plus longtemps que possible si on respecte les normes du constructeur. Au prix où coûte une voiture, on a intérêt à respecter les consignes du constructeur. Alors, permettez-moi une question, mesdames et messieurs les jurés. Alors, qui a conçu l'homme? Mais j'ai oublié de mettre l'animation, le texte devait apparaître après. Zut. Genèse 1, verset 27 nous dit quoi? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La déclaration est claire. Elle ne laisse aucune place à toute déclaration fallacieuse que nous serions des macaques. Évoluer. Quelle insulte faite à notre Dieu. Regardez la répétition. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Si vous ne pas bien comprendre première, je vais avoir deuxième langue. Ou qu'arriver, dis-moi comme ça que papa, moi, c'était un macaque. En 7 mois, c'était un macaque. Dieu créa l'homme et la femme. Alors, dites-moi, cette machine extraordinaire que nous sommes, quel carburant le constructeur a-t-il prévu pour cette machine exceptionnelle que nous sommes? De l'eau seulement? C'est l'eau qui nous donne l'énergie? Très bien. Genèse 1er, versets 11 à 13. Nous sommes au 3e jour de la création. Un Dieu qui crée quoi? Puis Dieu dit que la terre produise quoi? De la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. L'homme n'est pas encore là. L'homme n'arrive que le 6e jour. Après avoir créé l'homme et la femme, quel carburant Dieu va-t-il leur donner? Genèse 1, verset 29. Voici, je vous donne quoi? Toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points. Ce sera votre nourriture. Dieu l'a dit dès le départ. Et les bon Dieu dit en bagaille, ils savent ça, il a dit. C'est ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, il ne peut en être autrement. Si Dieu l'a dit et qu'on fait autrement, on tombe malade. Ah ben voilà. Voilà, on va le voir là maintenant. Démonstration. Dieu nous a donné les herbes portant de la semence des céréales. D'accord?
Qu'est-ce que vous connaissez comme céréales? Avoine, l'orge, blé, graines de tournesol, non, ça c'est oléagineux, plus tard. Ensuite, sarrasin, millet, quinoa, épeautre, seigle. Il y a toute une... non, là c'est les graines là. Ça c'est tout à l'heure. On a toute une flopée de céréales à consommer de préférence complète. Complète. Parce que raffiné, ça nous apporte que du sucre. Nous en parlerons après, la semaine prochaine, si Dieu veut. D'accord? Ensuite, Dieu nous a donné des herbes, des épices, des condiments pour agrémenter les plats, conserver les plats, donner du goût, etc. Nous avons des arômes, enfin bref, nous avons toutes sortes de choses. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans les céréales, il n'y a pas de cholestérol. Dans les herbes, dans les épices, dans les condiments, il n'y a pas de cholestérol. Dieu nous a donné une flopée de fruits dans lesquels il n'y a pas de cholestérol. Une flopée de légumes, toutes sortes de légumes, dans lesquels il n'y a pas de cholestérol. Alors, on entend régulièrement dire qu'il y a du cholestérol dans l'avocat et dans le coco. C'est faux. Comment? Oui, il y a du bon gras. Par contre, dans les deux, il y a des graisses saturées, mais pas de cholestérol. On va voir cette histoire de bon cholestérol tout à l'heure, ou pas, Morissette? Non, il n'y a pas de cholestérol dans les aliments, dans le végétal. Il n'y a pas de cholestérol. Par contre, il y a des graisses saturées dans la noix de coco et dans l'avocat, à consommer avec modération. D'ailleurs, les avocats, on les a par saison. La noix de coco, il y en a beaucoup, mais l'aïpon, c'est difficile d'aller chercher et d'en boire tous les jours. Bon, l'eau de coco, le non de coco, il n'y a pas de... C'est bon, on peut en manger tous les jours, il n'y a pas de problème. Oui? Les graisses saturées, ce ne sont pas des graisses cuites? Pas forcément. Donc, on a déjà des graisses saturées qui vont boucher, qui peuvent boucher les artères, et on en a dans l'avocat et dans le... Alors, ce sont des graisses qui, lorsqu'elles vont refroidir, on voit qu'elles font des plaques. C'est ça, les graisses saturées. D'accord? Quand je me rappelle quand ma maman faisait la bonne soupe pied, en lait bagay là, en plaque jaune, et puis elle prenait la cuillère, elle jetait ça dans l'évier. Tu qu'à virer, faire ça bouillir, et puis qu'à quitter Freddy. Plaque jaune toujours. Ou qu'à jeter soupe là, on va manger, parce que toute plaque là, ou peut chauffer, ou fait tirer, on va enlever un maximum, mais il y en aura encore quand même. D'accord? Ça, c'est la graisse saturée. OK? Ensuite, nous avons patates douces, navets, pommes de terre, etc., dans lesquels il n'y a pas de cholestérol. Je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Ce fruit, quand Dieu l'a créé, c'est à moi qu'il le pensait. Dans lesquels il n'y a pas de cholestérol. Nous avons toute une flopée de graines. Les légumes secs ou encore légumineuses. Excellent pour le diabète. Très excellent. Ce sera le sujet de la semaine prochaine, si Dieu veut. Le diabète. Eh bien, chers amis, nous avons des lentilles. Tu aimes les blondes, mon frère? Si tu n'aimes pas les blondes, tu as des vertes. Et si on n'aime pas les vertes, on a aussi les corails, chers amis. D'accord? On a à Noël, là, pois d'Angole, etc., les haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs, haricots verts, gris, de toute qualité. D'accord? Dans lesquels il n'y a pas de cholestérol. Et puis le bon gras, oméga 3, oméga 6, les graisses, c'est mono-insaturées et insaturées, on va les trouver là-dedans. Ils nous apportent les bonnes graisses. On va faire de l'huile qu'on peut consommer, etc., dans lesquelles il n'y a pas de cholestérol. Donc, en résumé, l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points, ce sera votre nourriture, on ne trouve aucun cholestérol dedans. Alors, permettez-moi cette question. Alors avant, j'ai pris un livre de nutrition et j'ai regardé le cholestérol contenu dans quelques aliments. Alors c'est un peu petit, mais en tête de liste, on trouve la cervelle de bœuf. 2300 mg de cholestérol pour 100 g de cervelle. En deuxième position, on a le jaune d'œuf. 1500 mg de cholestérol pour 100 g de jaune d'œuf. Alors le cholestérol, c'est dans le jaune, pas dans le blanc.
Le blanc, c'est de l'albumine, ce sont des protéines. D'accord? Donc, à consommer avec beaucoup de modération. Ensuite, foie, graisse de viande, huile, beurre, langouste, fromage gras, charcuterie, filet de porc, etc. Jusqu'au lait écrémé où on trouve du cholestérol. Ensuite, quand on passe à fruits, 0. Céréales, 0. Légumes et légumineuses, 0. La question est capitale. Si le cholestérol est indispensable à l'organisme, puisqu'il sert à fabriquer la bile, il sert à fabriquer les hormones, il sert à fabriquer la membrane des cellules, pourquoi Dieu n'en a-t-il pas mis dans l'alimentation? Parce que le corps lui-même devait produire le cholestérol. Voilà, mesdames et messieurs, la réponse. Et la réponse, mesdames et messieurs, c'est que si Dieu n'a pas mis de cholestérol dans le carburant qu'il a donné à l'homme, c'est parce qu'il a déjà chargé un organe de fabriquer ce cholestérol. C'est le foie qui fabrique le cholestérol dont l'organisme a besoin. Cela signifie quoi? Que tout apport supplémentaire de cholestérol est un surplus pour l'organisme. Et ça, comment c'est comprendre ce bagaille là? Ce qu'a dit comme ça, monsieur, terroriste, tuant des millions de personnes chaque année dans le monde. Mais est-il réellement coupable? Tout porte à le croire. Mais les apparences sont souvent trompeuses, mesdames et messieurs. Donc Dieu n'a pas mis de cholestérol dans le carburant qu'il a donné à l'homme parce qu'il a déjà chargé le foie de fabriquer le cholestérol dont le corps a besoin. Donc tout ce qui vient de l'alimentation animale que Dieu n'a pas donné à l'homme apporte du cholestérol supplémentaire. Tous les aliments d'origine animale contiennent du cholestérol. Alors bien entendu, les poissons gras, etc. sont très bons, apportent, on ne va pas trouver dans le poisson le cholestérol qu'on va trouver dans du bœuf. Ça n'a rien à voir, mais il y en a un petit peu. D'accord? OK? Alors ça dépend à quelle quantité. Vous vous rappelez avant, ces grands mouns-là, qui t'en nous qu'à manger en morceaux de viande? Les dimanches. Les dimanches. Et c'est ceux qui avaient de l'argent. Donc, est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs, la problématique? Ah, ça fait autre mal, là. Steak de bœuf grillé avec ses frites et ses légumes. Mais regardez l'image et regardez toute la graisse qui se dégage. Apport de cholestérol plus. Mais si on a cuit la pomme de terre dans de l'huile, la pomme de terre apporte du gras, chers amis. Maintenant, question. Comment ce cholestérol encrasse-t-il nos artères? Eh bien, chers amis, vous avez entendu parler de la notion de bon et de mauvais cholestérol. Ça n'existe pas. Il y a le cholestérol, point barre. Maintenant, écoutez bien. Lorsque nous faisons une vinaigrette, nous mettons quoi dedans? De l'huile, de la moutarde, de l'ail, du citron, du sel, du poivre, du vinaigre, et puis il y a un truc que vous n'avez pas encore dit. De l'eau. Merci. Après, en fonction de... On va ajouter plus ou moins d'agréments. Ou qu'à soucouer ça. Soucouer ça. Lorsqu'on finit soucouer ça, ça a l'air mélangé. Mais au cas déposé là, vous revenez 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'huile remonte à la surface et l'eau en bas. Pas dit quoi, ah mais non, je veux que ça soit mélangé. Quoi virer soucouer? Quoi virer déposer? Quoi virer? Qu'est-ce qui se passe? La graisse ne se dissout pas dans l'eau. Donc le cholestérol ne se dissout pas dans le sang. Mais il va faire appel à des transporteurs. 2 types de transporteurs qui sont à l'origine de la notion de bon et de mauvais cholestérol. Premier type de transporteur, le LDL cholestérol. D'accord? Et puis, le HDL cholestérol. Les actions de ces transporteurs sont à l'origine plutôt, de la notion de bon et de mauvais cholestérol. Alors, j'ai schématisé ici une artère. Et voici les camions de LDL qui arrivent. D'accord? Transporteurs, les LDL. D'où vient ce cholestérol qu'apportent les LDL?
de notre alimentation. Rappelez-vous, il y a quelques années, après le carnaval, que voyait-on dans les rues? Moi, ça, nous pas qu'à courir carnaval, mais on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y avait dans les rues après le carnaval? Ils ont mis une loi, et c'est pour ça que nous pas qu'à voir ces bagailles là encore. On pas te Bradjak en l'aria. C'est pour ça c'est là où tu es arrivé, tu as la Bradjak là en l'aria, en mettant l'aria, et puis il faut que tu... Maintenant, les Bradjak sont déclarés. Malheur à toi si tu laisses le Bradjak dans la rue, nous allons y trouver. Parce qu'il y a une déclaration des Bradjak maintenant. C'est pour éviter ça. Donc les Bradjak étaient laissés, lâchés dans les rues. Là, ils n'ont pas tenu l'essence encore, etc., etc. Parfois même certains étaient brûlés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que voit-on assez régulièrement sur le bord des rues? Ne voit-on pas des dépôts sauvages? Au point qu'on est obligé de mettre des poteaux disant que interdit de jeter des ordures. Sinon, on a des gens qui jettent des machines à laver, des matelas, tout sommier, tout les bagailles en l'aria, bochiméen. D'accord? Donc, qu'appelle-t-on les artères? On appelle aussi, dans le langage soutenu, les artères de la ville, ce sont les rues de la ville. Si nous lisons Siménon, l'inspecteur Maigret de Georges Siménon, nous lirons que l'inspecteur se promenait dans les artères de la ville quand il tomba nez à nez avec telle personne. Les artères de la ville, ce sont les rues de la ville. Même manière, il y a jeté zodi en chiméen, en l'aria, eh bien, c'est ça les LDL qu'a fait. Comme le cholestérol qui arrive en trop, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer l'aria, chiméen, dans l'artère là. Il va salir l'artère là, parce que ni trop. Est-ce que vous comprenez? Ce cholestérol-là, ce n'est pas le cholestérol que le foie a fabriqué pour l'organisme. Le foie sait exactement quelle quantité de cholestérol il faut fabriquer pour l'organisme. Donc, il le fait. Maintenant, le cholestérol qui arrive en trop, les LDL qu'a mené, mais il a déposé, il a jeté les bochiméens. Quand c'est mon qui a jeté des dépôts sauvages bochiméens. Que fait ce cholestérol? Il s'entasse. Et c'est comme ça qu'il forme la plaque de cholestérol. Et c'est la raison pour laquelle on parle alors pour le LDL de mauvais cholestérol. Est-ce que c'est clair? C'est une notion, je sais que vous découvrez. Parce que dans le langage parlé, on parle facilement de bon et de mauvais cholestérol. Mais ça n'existe pas. Il y a le cholestérol, point. Il n'y a ni bon ni mauvais. Maintenant, ce sont les LDL. Mais bon, je ne vous dis pas plus pour l'instant. Maintenant, chers amis, nous avons le HDL qui arrive. Que font les HDL? Ils récupèrent ce cholestérol qui a été déposé au niveau de l'artère. Donc, que font les LDL? Ils salissent, les HDL nettoient. Et que font ces HDL? Ils les apportent au niveau du foie. Ils les ramassent, ils les apportent au foie. Que fait le foie? Il les détruit. Et là, on parle de bon cholestérol. Mais qu'est-ce que vous remarquez sur l'image? Qu'il y a plus de camions LDL. Exactement. Il y a plus de LDL que de HDL. Parce que vous savez pourquoi? Parce que plus on va manger ça, plus il y aura des LDL. C'est bon, vous avez analysé l'image? C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, rappelez-vous, plus on va manger ça, plus il y aura de LDL. C'est très facile de faire monter les LDL. Parce que plus il y a de cholestérol en surplus, plus il y a des taxis pour les emmener pour salir les artères. C'est très facile. Par contre, les HDL, comment on les fait monter? Exercice physique. Le meilleur moyen, c'est l'exercice physique. L'autre moyen aussi, c'est les oméga 3. Les bonnes graisses, les graines, les cerneaux de noix, etc. Mais je peux comprendre que ça a coûté cher et nous pas ni l'argent pour manger ça tous les jours. Et qu'il peut être plus facile de prendre ça. Oui, en complément alimentaire, pas de problème. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ça en complément alimentaire. On trouve des oméga 3 dans le poisson. Oui, sardines, thon, saumon, etc. Mais frère, moi, ce n'est pas tout le monde qui a mangé ça tous les jours.
Et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du saumon, du thon, ces bagailles là. Parce que, mes amis, en temps nous, viande là, t'es cher, poisson, pas t'es cher. Mais je dis, je viens là, venir bon marché, poisson, super cher. Et la viande qu'on nous vend là, attention à la viande qu'on achète. Parce que Baila qui a sorti importé, et puis il y a nous 10 kilos de cuisse de poulet à 5 €, mes amis. Nous pas savons là, c'est cuisse à sorti. Vaut mieux encore prendre du local, le HDL. C'est beaucoup plus difficile de faire monter le HDL que les LDL. Les LDL, plus nous mangeons cochonnis, plus ils montent. Nous allons manger Magnum, nous allons boire soda, etc. Non, pas soda. Soda, pas du cholestérol là dans soda. Alors, il faut savoir que l'excès de sucre est transformé en graisse. L'excès de sucre en graisse. Donc là aussi, plus nous mangeons ça, plus LDL là qu'à monter, plus nous mangeons ça, plus LDL là qu'à monter aussi. Et voilà ce qui se passe. Comme il y a beaucoup plus de LDL que de HDL, il y en a beaucoup plus qui salissent que ceux qui nettoient. Donc la plaque se forme. Les HDL sont débordés parce que l'alimentation apporte trop de cholestérol. Et voilà comment le cholestérol s'encrasse dans notre organisme. Voilà comment la plaque de cholestérol se forme. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, 23,6 millions de personnes vont décéder d'une maladie cardiovasculaire, 8 millions par infarctus, 6 millions par accident vasculaire cérébral. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que du cholestérol arrive à encrasser nos artères? Parce que ce cholestérol que nous apportons dans notre alimentation n'était pas prévu. Ceci, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, est pour moi l'une des meilleures preuves de notre désobéissance vis-à-vis de la loi de Dieu. C'est vrai, je ne comprends pas. Des fois même, ça me fait peur de voir des grosses cuisses comme ça. Mais c'est vrai. Laissez-moi vous dire, merci en tout cas pour la remarque et la question. Mes amis, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui l'a dit, si nous nous taisons, les pierres crieront. Vous avez vu tous ces documentaires, envoyés spéciaux, etc., sur l'abattage des animaux, sur la traite des animaux, sur comment ces animaux-là, pourquoi les cuisses sont si énormes. Vous comprenez, ces viandes, il y a dans comme ça, il y a antibiotiques, il y a hormones, il y a toute qualité de bêtises dedans. Vous comprenez? On est de plus en plus malades. Il y a quelque chose. Nous avons besoin de cet alignement. Nous avons certainement besoin de cette reconnexion. Parce que nous, les enfants de Dieu, malheureusement, par ignorance, nous participons à toutes ces maladies. Or, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. L'ancien Agaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. On ne peut pas faire que des choses spirituelles, la prière, machin, et puis nous qu'à négliger l'alimentation. Nous qu'à négliger l'exercice physique là. Non, nous devons être en bonne santé. Parce que le message que nous prêchons, la santé fait partie du message que nous prêchons. Notre bonne santé fait partie du message que nous prêchons. Notre corps fait partie du message que nous prêchons. Ça fait partie, ce Dieu-là. Votre honneur. Ma plaidoirie est terminée. La question se pose. Qui est réellement coupable? Ou plutôt, le cholestérol est-il coupable? Chers jurés, à la lumière de la procédure, à la lumière des éléments qui nous ont été apportés, puisque nous sommes éclairés par toutes ces informations, à votre avis, le cholestérol est-il coupable? Doit-il être condamné? Il nous a été présenté des faits qu'on ne peut pas nier, des décès. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le cholestérol n'est pas coupable dans la mesure où il a causé des millions et des millions de décès? Croyez-vous qu'il ne soit pas coupable? Très bien. Qui est le coupable?
Merci. C'est nous. C'est nous les coupables. Merci, votre honneur. C'est nous les coupables. Question. Alors, de la même manière qu'il manque des accusés, je ne dirais pas nous, je dirais l'ignorance. Je fais une différence entre nous et l'ignorance. J'ai une question concernant l'écaille dans le désert. Comment tu analyses le fait que Dieu ait donné des cailles à manger aux enfants d'Israël? Alors, avant d'arriver à cela, à quel moment Dieu a-t-il permis de manger de la viande à l'être humain? Après le déluge. Il n'y avait plus de végétation? Plus d'arbres? Plus d'herbes portant de la semence? Plus d'arbres fruitiers? C'était le chaos sur la terre? Dieu a permis à l'homme de manger de la viande. Mais, mes amis, quand on met en place une déviation, c'est le temps de réparer la route. Quand la route est réparée, on reprend la route normale, on arrête la déviation. À quel moment Dieu a-t-il préconisé une autre alimentation que la viande? À quel moment a-t-il donné l'écaille? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, dans le désert, qu'est-ce que Dieu leur a donné comme alimentation? La manne. La manne. Pourquoi la manne? Pourquoi ne leur a-t-il pas donné à manger de la viande? Il n'y a pas de cholestérol dans la manne. Il leur a donné une alimentation, il les amenait dans la Canaan terrestre, là où ils trouveraient quoi? Du lait, du miel, où ils trouveraient des arbres plantés pour retourner à l'alimentation originelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plaints, ils ont commencé à pleurer. Les syndicats d'Ouvant, nous voulons de la viande, nous voulons de la viande, nous voulons de la viande. Nous étions en Égypte, nous mangeons des burgers. Nous mangeons des burgers en Égypte, on mangeait des poulets frites. C'est ça nous les manger? L'Éternel a donné l'écaille. Alors l'écaille, pourquoi l'Éternel a-t-il donné des cailles à manger? Lorsque l'homme a voulu manger de la viande, des fois Dieu accède à la demande de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais il accède à la demande de l'homme. Vous voulez manger viande? OK. Mais je te dis quoi manger et quoi ne pas manger. À ce moment-là, Dieu a fait la distinction entre les animaux purs et impurs. L'écaille faisait partie de ces animaux purs qu'il leur a donné à manger. Et on voit la gloutonnerie dont ont été coupables certains, beaucoup. Ils ont mangé caille tellement qu'ils sortent pas nez, pas oreilles, pas tout côté. D'accord? La gloutonnerie dont ils ont fait preuve. Donc vous voyez que là encore, le plan de Dieu, c'était de ramener l'homme à cette alimentation originelle. Mais l'homme n'a pas voulu. L'homme a voulu manger sa viande. C'était le but de Dieu que Jacob ait 4 femmes? Jamais. Jamais. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Dieu a composé avec, mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'un homme ait 4 femmes. Parce qu'à décèlement, où j'en ai problème. Et on voit le foyer dysfonctionnel qu'a été le foyer de Jacob. Et Dieu a composé avec lui. Jacob est un patriarche qui parlait avec Dieu. Attention, hein, parce que nous ne pas juger trop vite. Dieu compose avec l'homme. L'homme se retrouve dans des situations que Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu compose quand même avec l'homme car il veut sauver l'homme. D'accord? Ça, c'est important à comprendre, chers amis. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu, c'est le Dieu qui, en temps d'ignorance, ferme les yeux. Jusque-là, tu pensais bien faire, pas de problème. Mais le jour où l'Éternel ouvre tes yeux, à toi de prendre tes décisions. Et à toi, ta responsabilité commence dès lors que tu sais. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pas de problème. C'est pas ce qui quand nous étions dans le monde. C'est pareil, nous t'es vivre la vie, nous. Jusqu'au jour où nous avons entendu l'Évangile. Et nous savons ce que Dieu attend de nous maintenant. La vie que nous menions, nous pensions que, ben voilà, jusqu'à ce que, là, quand on a su, on a pris la décision de devenir des enfants de Dieu. On est passé par le baptême et à ce moment-là, on demande au Seigneur. Mais est-ce qu'au moment où on s'est baptisé, toutes ces vieilles vis-là, nous tenions, disparaissent d'un coup? Pièce! Jusqu'à présent, nous avons goûté et puis certains.
Sur l'image qui a été montrée avec le cholestérol, il y avait du lait. Il y avait un bocal de lait par là. Dieu ramène au commencement, mais le lait coule. C'était quoi comme lait alors? Il y avait du cholestérol dedans ou pas? Certainement. Certainement. Mais à l'époque, nous avions un lait de qualité. Un lait de qualité. Et comme nous n'avions pas toute cette alimentation, toute cette viande, etc., ce peu de cholestérol-là ne suffisait pas à développer des maladies cardiovasculaires. Cette alimentation de l'époque n'a rien à voir avec l'alimentation d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est très important. Je comprends également que certaines régions du monde, comme les Esquimaux, etc., qui mangent des phoques, etc., c'est l'alimentation qu'ils ont. Ils ne peuvent faire autrement. C'est clair. Notre Dieu est un Dieu équilibré. Il y a certaines régions du monde où c'est ce qu'ils ont, qu'ils le mangent. C'est ça qui n'est pour manger. Dieu ne tiendra pas rigueur par rapport à ça. Parce que Dieu tient compte aussi des contextes, chers amis. La loi, ce n'est pas une loi qu'on applique sans regarder le contexte. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça, mon Dieu. Mon Dieu est équilibré. Amen. Il est cohérent. Amen. C'est ça, notre Dieu. D'accord? Alors, quelques éléments d'information, parce que, mes amis, on a vu la plaidoirie, mais maintenant, nous allons appuyer ça par la science. La science, maintenant, va parler. La science, nous l'avons dit, il y a 3000 ans de retard sur la Bible. La science a enlevé le Dieu de l'équation. Regardons ce que la science dit aujourd'hui. Cette science qui a enlevé Dieu de l'équation. Organisation mondiale de la santé. Les maladies cardiovasculaires, maladies les plus meurtrières dans le monde, sont dues dans une large mesure au quoi? Déséquilibre alimentaire et à l'inactivité physique. L'OMS, chers amis, ce n'est pas fini. Un rapport d'une consultation d'experts de l'OMS. Les gens devraient consommer moins d'aliments très caloriques, en particulier les aliments riches en graisses saturées. C'est quoi? La viande, notamment. Ce sont les aliments les plus riches en graisses saturées. Ensuite, les aliments riches en graisses trans. Les graisses trans, c'est ce qu'on appelle aussi les graisses hydrogénées. Les graisses hydrogénées, ce sont des graisses qu'on va faire cuire, on va faire chauffer à ultra haute température et qu'on va rajouter dans les aliments pour leur donner un meilleur goût et pour rallonger la date limite de consommation. C'est très bon, ça dure longtemps, mais il a tué nous en dedans. Les graisses trans, chers amis. Il y a beaucoup de documentaires là-dessus, regardez. Et les aliments riches en sucre. Les gens devraient consommer moins d'aliments très caloriques, en particulier les aliments riches en graisses saturées, les aliments riches en graisses hydrogénées et les aliments riches en sucre. Ils devraient avoir une activité physique. Ils devraient choisir les graisses insaturées qu'on trouve dans quoi? Dans les graines, les oléagineux notamment, et consommer moins de sel. Ils devraient manger des fruits, des légumes et des légumineuses et opter pour une alimentation végétarienne et des produits de la mer. Ce type de consommation est non seulement plus sain, mais il est aussi plus favorable à l'environnement et au développement durable. Mes amis, qui est le plus grand écologiste du monde? C'est notre Dieu. Lorsqu'il a créé l'homme au départ et qu'il lui a donné à manger, il pensait déjà à la planète, il pensait déjà à l'écologie, il pensait déjà au développement durable. Il y a déjà de l'écologie et du développement durable dans la Genèse. Aujourd'hui, que disent les écologistes? Arrêtez de manger de la viande, ça pollue la planète. Il faut 18 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande, tandis qu'il faut 10 litres d'eau pour faire 1 kilo de lentilles ou je ne sais pas trop quoi. Et on nous invite à revenir à une alimentation végétale. Ce ne sont pas des gens religieux, hein, ça n'a rien à voir avec leur religieux. Mais tous sont en train de montrer que ce que Dieu a dit est vrai. Je continue. Hélène Baribeau, c'est une diététicienne canadienne. Elle a écrit ce best-seller, « Manger mieux pour être au top », qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Elle fait autorité au Canada. Voici ce qu'elle dit. Officiellement, l'American Dietetic Association et les diététistes du Canada soutiennent que les régimes végétariens planifiés de façon appropriée sont sains, adéquats sur le plan nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le traitement des maladies. Le régime végétarien, lorsqu'il est adopté dès le jeune âge, peut mener à de saines habitudes alimentaires à long terme. Les résultats de recherche des dernières années, écoutez ça,
ont modifié la perception des chercheurs et de la population en général sur le végétarisme. Il n'est plus considéré comme un régime alimentaire farfelu et risqué, mais plutôt comme une façon de s'alimenter qui comporte plusieurs avantages pour la santé. Qui nous l'a donné, cette alimentation? C'est Dieu. Dieu sait ce qu'il dit. Il nous dit, voici, je vous donne tout herbe portant dans la semence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre portant du fruit et ayant en lui du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. L'homme peut faire ce qu'il veut. Il reviendra toujours à ce que Dieu a dit. On continue. The Channel Study, mes amis, une étude monstrueuse de près de 26 ans a été réalisée sur la corrélation entre la consommation de viande et l'apparition des maladies. 26 ans d'études sur la Chine, les États-Unis, et ils se sont appuyés sur bon nombre d'études. En anglais, le livre s'appelle The China Study. En français, il est apparu sous le nom de l'enquête Campbell, de son auteur, M. Campbell. La version française a été préfacée par un médecin nutritionniste du nom du professeur du docteur Jérôme Bernard Pellet. Ce monsieur, c'est un médecin nutritionniste, diplômé en biostatistique et féru d'épidémiologie. Il a cofondé l'Association des professionnels de santé pour une alimentation responsable, dont le début est de promouvoir la santé de ses concitoyens par une meilleure nutrition. Le mec n'a rien à voir avec l'Évangile. Rien à voir. Écoutez ça, il a dit. Ce livre, je l'ai acheté, l'enquête Campbell, à la FNAC, à la Galeria. Pouvez-vous le procurer? Vérifiez si ce que je vous dis est vrai. Page 9 du livre. Voici ce qu'il dit. Comme le montrent les travaux du professeur Campbell, l'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine animale et est en train d'en payer les conséquences en termes de santé. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et cancer sont devenus légion dans les couloirs des hôpitaux. Or, ces maladies ne sont en aucun cas une fatalité. Avec une alimentation plus végétale, riche en légumes, en céréales complètes, en légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, fèves, haricots secs, soja, et en fruits entiers et en oléagineux, noix, noisettes, amandes, une grande partie de ces maladies serait évitable. Je remets en rouge. Les amis, nutrition qu'a parlé là, c'est plus la Bible. Hein? Nous sommes sortis du domaine religieux là, la science qui a 3000 ans de retard sur la Bible. La science qui a enlevé Dieu de l'équation. Nous voyons. Mais c'est ça qu'il dit jodi jour. Qu'est-ce qu'il est en train de citer là, Jérôme Bernard Pellet? Il n'est pas en train de citer Genèse 1, verset 29? C'est pas ça? Regardez. Je vous donne tout est important dans la semence et qui est à la surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant dans la semence. 2 points, ce sera votre nourriture. C'est pas ça nous t'a dit Taléa? Légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits entiers, oléagineux. Le bonhomme est en train de citer Genèse 1, verset 29 sans le savoir. Un livre de nutrition. 26 ans d'études. Ce livre, c'est une bombe. D'accord? Ensuite, étude Esteban. C'est une étude qui est menée en France tous les 7 ans. La dernière a eu lieu en 2022. Nous avons également l'étude INCA 3. Alors, Esteban, étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition. INCA 3, c'est l'étude individuelle des consommations alimentaires. C'est la numéro 3. Elle a été menée entre 2014 et 2015. Résultat, nos concitoyens mangent trop salé, 80%, trop sucré, 40%, et 83% consomment trop d'acides gras saturés présents dans les graisses animales, les produits laitiers ou encore les gâteaux. De plus, 63% mangent trop de charcuterie, dépassant les 150 grammes par semaine. En revanche, écoutez ça, 87% des adultes ne consomment pas assez de fibres qui se trouvent dans les céréales complètes, les légumineuses, les légumes et les fruits. Donc, regardez qui ça nous a mangé. Étude Esteban, étude INCA 3. Et bien la Bible, hein, là c'est la science qui parle. Étude. On s'est éloigné de ce que Dieu nous a donné à manger. Et regardez notre état aujourd'hui. Nous malades, mes amis. Allez voir au CHU, là, l'heure qu'il est, sous les brancards, ce qui arrive à la MENA. Nous malades. C'est pas fini.
On va faire parler maintenant, monsieur, le professeur Bernard Sablonnière, médecin biologiste, professeur en biologie moléculaire à l'Université de Lille, chercheur à l'INSERM et spécialiste des maladies neurodégénératives. Dans ce magazine, La mémoire se cultive, la journaliste lui pose la question concernant les maladies neurodégénératives. L'alimentation est-elle essentielle? Réponse. Ce qui est vraiment important, c'est de limiter les phénomènes inflammatoires dans le cerveau. L'inflammation cérébrale qu'on ne sent pas puisqu'elle est à bas bruit abîme les cellules gliales qui réparent et nourrissent les neurones. Ce sont des cellules particulières dont le rôle est de réparer et nourrir les neurones. C'est donc quoi qu'il faut combattre? La malbouffe et le surpoids qu'il faut combattre. Un professeur qui parle là, chers amis, rien à voir avec la Bible. Question, comment réduire l'inflammation? Réponse. Il faut équilibrer son apport en graisse en diminuant celles qui sont saturées. Pas trop de friture, pas trop de beurre et préférer les poissons gras car les oméga-3 qu'ils contiennent produisent des dérivés anti-inflammatoires. Côté poids, plus vous accumulez de graisse et plus vous déclenchez d'inflammation dans le tissu adipeux, ces inflammations envoient des messages au cerveau qui petit à petit va s'enflammer à son tour et provoquer des troubles cognitifs au bout de quelques années. Maladie d'Alzheimer, maladie de ceci. Nous ne savons pas ces maladies qui sont sorties. Et puis nous avons l'autre maladie, nous avons créé les maladies orphelines. Nous ne connaissons ni papa ni maman. Nous ne savons pas ces maladies qui sont sorties, mes amis. Tout simplement parce que nous sommes éloignés de ce que Dieu voulait pour nous. Et regardez en rouge. Réduisez votre consommation de viande et mangez des légumes et des fruits. Les fibres et les antioxydants qu'ils contiennent favorisent la prolifération de bonnes bactéries qui transmettent des signaux anti-inflammatoires au cerveau. Nous allons voir de quelles bactéries il s'agit. Je vous donne quelques éléments, nous avons presque terminé. Maintenant, le professeur Henri Joyeux. Tout le monde connaît le professeur Henri Joyeux. Pas besoin de présenter le professeur Henri Joyeux. Un homme exceptionnel. On s'assoit là et puis on écoute l'homme parler pendant des heures. L'homme, c'est un puits de science. Bougla pas ni pièce papier, par ordinateur, Kavin il fait en conférence et puis le gars il est, puis vous buvez, vous buvez, vous buvez. Chaque fois qu'il vient en Martinique, c'est un plaisir d'aller écouter le bonhomme. Le bonhomme n'a rien à voir avec la religion. Le bonhomme, c'est un cancérologue, chirurgien digestif. Voici ce qu'il dit. Alors, question au professeur Henri Joyeux. Peut-on affirmer qu'une mauvaise alimentation a des conséquences néfastes sur le développement des maladies neurodégénératives? Existe-t-il un lien avéré entre une mauvaise alimentation et le développement de la maladie d'Alzheimer notamment? Certainement, répond le professeur, car il est démontré que les maladies neurodégénératives sont liées à une déficience du système de défense de l'organisme qui crée des interruptions du fonctionnement des neurones du cortex cérébral et des zones profondes du cerveau telles l'hippocampe, zone de la mémoire. Il s'agit du vieillissement prématuré des neurones qui sont comment? Mal nourris, enflammés, qui transmettent de plus en plus mal l'influx nerveux. Donc notre alimentation a un impact non seulement sur le cœur et le cerveau, mais même le fonctionnement du cerveau, amenant même à des maladies neurodégénératives. Enfin, chers amis, les bactéries, le microbiote. Vous savez, depuis 2008, on a découvert ce fameux microbiote. Quand j'ai fait mes études d'infirmier, on parlait de flore intestinale. Maintenant, ce n'est pas simplement une flore, c'est un continent dans le corps humain. On parle de jungle. On parle même d'un nouvel organe qu'on a découvert dans le corps humain, chers amis. Qu'appelle-t-on un microbiote? C'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes, ça veut dire qu'ils ne rendent pas malades, qui vivent dans un environnement spécifique. Nous avons un microbiote au niveau de notre peau. Nous avons un microbiote au niveau de notre gorge. Vous savez qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie du baiser? Vous avez déjà entendu ça? La mononucléose. Merci, ma sœur. La mononucléose infectieuse. Lorsque nous embrassons quelqu'un, l'échange de salive, je prends les microbes de l'autre et je lui donne mes microbes. Eh bien, on peut faire une mononucléose infectieuse. C'est comme un petit état grippal. Mais c'est dû aux microbes qu'on a chopés de l'autre. Après, on s'y habitue, etc., etc. Ça passe. On a l'impression qu'on a la grippe, mais c'est une mononucléose infectieuse. Ensuite, on a un microbiote au niveau des poumons. On a un microbiote intestinal. Et vous, les femmes,
avait un microbiote vaginal à préserver. Le microbiote le plus important, c'est celui qu'on retrouve dans le côlon. 100 000 milliards de bactéries pesant la bagatelle de 2 kilos du poids du corps, ce n'est pas rien, d'accord? Jouant un rôle fondamental, on ne va pas développer ça ce soir, nous reviendrons dessus une autre fois. Jouant un rôle fondamental aujourd'hui au niveau de la digestion, dans le système immunitaire, dans l'apparition du surpoids, et il joue même un rôle fondamental dans la bonne humeur. Et il serait incriminé, un déséquilibre du microbiote serait incriminé dans la dépression, dans le trouble du spectre de l'autisme, et j'en passe, de maladies neuropsychiatriques. Un déséquilibre de ce fameux microbiote. Nous sommes appelés à vivre en symbiose avec nos microbes. Mais aujourd'hui, la science nous dit que nous vivons avec eux en dysbiose ou encore en déséquilibre. Pourquoi? À cause, premièrement, 3 causes majeures. Il y en a plein, mais 3 causes majeures. L'abus d'antibiotiques. Je n'ai pas dit les antibiotiques. Hein? L'abus d'antibiotiques. Le mode de naissance. Dans certains pays, de plus en plus, les femmes font des césariennes. Elles n'accouchent pas par voie basse. Alors, chers amis, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère et qu'il est dans le liquide amniotique, quelle est la caractéristique de ce liquide amniotique? Oui, ça nourrit, ça protège, mais il y a une caractéristique particulière. On dit que c'est stérile. Aseptisé aussi, pareil, c'est la même chose. OK? C'est stérile. Donc, lorsque la maman va perdre les os, et arrivé au bout des 9 mois, l'enfant qui est toujours pas en haut, l'enfant se tourne. Messieurs, quel moment l'enfant sait qu'il faut se tourner pour descendre? D'accord? La poche des os rond. L'enfant engage sa tête dans le vagin de la maman. Quand il engage sa tête comme ça, déjà, son corps s'engage dans le vagin où il y a un microbiote. Donc, le microbiote de la maman va déjà coloniser la peau de l'enfant. Vous comprenez, bon Dieu, c'est un petit maille? Il y a un bon Dieu pour un petit maille. Ensuite, l'enfant engage sa tête. Mais lorsqu'il engage la tête et puis qu'il remonte, il boit les sécrétions du vagin de sa maman. Et ces sécrétions vont coloniser sa gorge, puis ses poumons, puis ses intestins. Ce qui prépare le système immunitaire de l'enfant. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu que les enfants nés par césarienne sont plus fragiles que les enfants nés par voie basse? Eh bien, c'est là que ça trouve sa compréhension. Donc, lorsque l'enfant sort, il est déjà imbibé de toutes les sécrétions de sa maman. Et ça le prépare. L'enfant sorti par césarienne n'a pas tout ça. Maintenant qu'on a compris ça, que fait-on? Non, couveuse. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa maman, là, on va prendre des compresses qu'on passe dans le vagin de la maman et on va badigeonner tout le corps de l'enfant. Eh oui, parce qu'on le sait maintenant. Ouais, en temps d'ignorance, mais maintenant on le sait. On badigeonne tout le corps de l'enfant parce que ça, on le sait grâce au microbiote maintenant, la connaissance de ce microbiote. Et nous ne sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg pour la compréhension de ce microbiote. Ensuite, on prend un écouvillon. L'écouvillon, c'est un gros coton-tige à l'hôpital pour faire des biopsies, des machins comme ça, prélèvements plutôt. On passe dans le vagin de la maman et on donne à téter à l'enfant. Et il avale. C'est fort, hein? C'est très fort, chers amis. Enfin, alors, plus les femmes accouchent par césarienne, plus ces enfants-là sont fragiles. D'accord? Bon, maintenant, on rattrape le coup. Mais combien d'enfants sont nés dans le temps, etc., avec une certaine fragilité? Et vous avez certainement entendu dire que les 1000 premiers jours de l'enfant sont déterminants pour son système immunitaire. Donc, il y a non seulement tout ça, mais l'allaitement derrière va fournir à l'enfant les anticorps dont il a besoin. Et le meilleur aliment pour le bébé, c'est le lait de sa maman. Donc, le mode de naissance peut-être nous fait vivre en dysbiose avec ce microbiote. Et enfin, l'alimentation. Et permettez-moi maintenant de faire parler
une sommité internationale. Il est français. C'est M. Joël Doré qui travaille à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Écoutez ce qu'il dit. De toute notre alimentation, la composante majeure pour bien nourrir le microbiote intestinal, ce sont les fibres. Si on diminue les fibres, on met à jeun ces bactéries qui sont programmées pour dégrader les fibres, ce qui conduit à une perte de richesse du microbiote intestinal. On perd en diversité et on est en situation plus fragile. Quand nous mangeons des fibres, celles-ci représentent un festin pour les bactéries qui nous récompensent alors. On ne va pas parler de ces récompenses ce soir. Mais si nous les privons de leur mets préféré, elles dépérissent, nous privant de précieuses substances pour la santé. Et on est plus fragile. Alors, chers amis, c'est quoi les fibres? Je suis allé chercher. Ce sont des molécules présentes à l'état naturel qui se retrouvent uniquement dans les aliments d'origine, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux. Ça vous rappelle quoi? Genèse 1, verset 29. Et ça rappelle ce que M. Bernard Pellet nous a dit dans la préface de son livre, L'enquête Campbell, avec une alimentation plus végétale, riche en quoi? Légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits entiers, oléagineux, une grande partie de ces maladies serait évitable. Parce qu'on sait aujourd'hui le rôle des fibres au niveau du microbiote. Et ce microbiote, chers amis, joue un rôle fondamental aujourd'hui dans l'alimentation, dans la digestion, sur notre humeur, sur notre état psychiatrique, le cerveau. On commence à comprendre ces choses maintenant. Et on comprend que l'aliment préférentiel des bactéries, ce sont les fibres alimentaires. Or, où trouve-t-on les fibres? Dans l'alimentation que Dieu nous a donnée départ. Dieu ne savait pas ça? Dieu le savait déjà. Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mesdames et messieurs, le plan alimentaire originel est encore le meilleur aujourd'hui. C'est lui le meilleur. Vous comprenez? C'est ça, le plan alimentaire originel. L'homme peut dire, l'homme a dit, mais aujourd'hui la science elle-même, qui a enlevé Dieu de l'équation, est en train de revenir au plan alimentaire originel. Je vous laisse avec deux textes. Deutéronome 32, versets 15 à 18. Israël est devenu gras. Nous parlons de graisse. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Dieu a tiré d'Israël de là où elle était. Il a nettoyé sa vigne, il a pris soin de sa vigne, elle est devenue belle. Elle est une belle femme. Lorsqu'elle est devenue belle, elle a oublié son Dieu. Il vini gras, il vini épais, il était mec comme ça, les bons dieux jaunis. Il a typé digne, et puis il oublié bon Dieu. Ce texte a encore une portée spirituelle encore plus profonde, mais que nous n'allons pas développer ce soir. Ce sera pour une autre fois. Et je vous laisse avec Luc 21, 34. Jésus lui-même a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le Seigneur veut que nous nous tenions prêts, pas seulement pour son retour, mais la mort peut frapper à n'importe quel moment. Dans quel état allons-nous descendre dans la tombe? Et le Seigneur nous dit en ce soir, pas fait qu'on le monde, c'est un vrai manger qui n'est pas fini. Égal état le monde. Au niveau du boire et du manger, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un témoignage, nous aussi, à rendre. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, chers amis. Et nous allons continuer dans la même idée mercredi prochain avec un sujet qui a pour titre « Suicide au carburant, une approche du diabète ». Suicide au carburant. Vous allez voir que le mot n'est pas fort, hein? On comprendra ce que cela signifie. Suicide au carburant, une approche du diabète. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention.